Bonjour, bienvenue dans Checkpoint. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Je m'appelle Nils Weber, je suis psychologue et je vous souhaite donc la bienvenue dans cette émission qui vous est dédiée à vous. Si vous avez des questions sur les jeux vidéo, si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes parent et que vous questionnez sur les jeux de vos enfants. Donc vous êtes au bon endroit, puisque vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête, tous les trucs auxquels vous ne comprenez pas un mot. On est là pour y répondre ce soir. Il n'y a aucune question qui est une question bête, au contraire, toutes les questions sont intéressantes. Vous avez plusieurs manières de nous poser ces questions-là. À commencer par notre adresse mail, contact@gamingfederation.ch, contact@gamingfederation.ch. Vous pouvez nous les poser ici dans le chat de Twitch directement. Si vous n'avez pas l'habitude de la plateforme Twitch, il faut probablement que vous vous créez un compte pour pouvoir poser une question. Mais si jamais vous pouvez passer par les autres biais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous poser des questions via Facebook, via Instagram, via Twitter ou par pigeon voyageur si vous êtes motivé. Tous les moyens sont bons, toutes les questions sont les bienvenues. On est ensemble pour à peu près 1 heure. On a peut-être un peu plus de temps à disposition s'il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais en tout cas, l'heure qui est devant nous est à disposition. J'en profite pour remercier, vous êtes déjà plus de 200 à nous suivre sur Pwned, c'est vraiment une chouette nouvelle, on a vraiment du plaisir à animer cette chaîne pour vous, donc merci à vous de nous suivre et puis de nous faire confiance pour ces émissions-là. Voilà, sans transition, on va passer à l'émission, donc bienvenue dans Checkpoint, l'émission qui fait une pause. Bonjour. Bonsoir. Salut Nils. Salut Zoé. Salut Zoé. Salut Julien. Comment ça va? Bonjour à tous les deux. Alors, c'est un plaisir de te recevoir déjà Zoé aujourd'hui puisque tu es la nouvelle venue dans l'équipe de Checkpoint. Donc, tu nous as rejoint parce que tu travailles donc comme éducatrice dans un foyer pour des adolescents. Et puis, avant ça, tu as travaillé avec Action Innocence, qui est un des grands acteurs suisses de la prévention et de l'information auprès des jeunes sur les médias numériques, dont font partie les jeux vidéo. Et donc du coup, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, quelle est ta place avec les jeux vidéo, quelle place occupent les jeux vidéo pour toi, etc. Merci beaucoup déjà. Du coup, pour me présenter, en gros, je joue aux jeux vidéo depuis toute petite, principalement depuis mes 14-15 ans sur ordinateur. Ouais. Aux jeux en ligne, en très peu de jeux solo, principalement des jeux avec d'autres personnes. Ouais. Et en fait, ça reste une des mes grandes passions. Je joue encore régulièrement aujourd'hui. Ouais. Et ça a toujours en fait du coup créé beaucoup de questionnements sur la place finalement des jeux vidéo dans nos vies. Et puis du coup j'ai fait mon travail de bachelor là-dessus. Et finalement c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et après grâce à Action Innocence où j'ai pu un petit peu approfondir le sujet, mais pas forcément sur les jeux vidéo. On l'aborde, on va pas se mentir, très peu. Ouais. Mais principalement finalement le rapport qu'ont les jeunes aux écrans. Ouais. Du coup, je présente juste comme un peu Action Innocence. Action Innocence, c'est basé à Genève, ça existe depuis 1999. Beaucoup en fait finalement sur les début c'était très basé sur les risques en fait des dangers qu'on pouvait rencontrer sur internet, mais les gros dangers à l'époque c'était quand même beaucoup tout ce qui est en lien avec la pédophilie. Ils ont quand même commencé par ça. Ouais. Puis petit à petit ils sont très ouverts à plein d'autres sujets. Et puis du coup aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec le canton de Vaud. Et en gros ils font des interventions pour les Armos 5, 7 et 9e. Oui. Et moi du coup j'ai fait une bonne partie des 9e Armos. Oui. Donc voilà. Et c'était quoi les principales questions que tu avais de la part des élèves ou un peu les interpellations ou je sais pas les témoignages que tu as eu donc tu as dit que c'était pas forcément les jeux vidéo qui les préoccupaient le plus, mais est-ce que c'est un sujet qu'ils arrivaient à aborder facilement par exemple? Oui, alors les jeux vidéo, on la cote en ce moment, on a quand même de la chance, c'est voilà, on va pas se mentir. Autant, ma génération, c'était beaucoup un stigma de jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Franchement, on va pas se mentir, quand il y a un enfant qui a pas de téléphone, ou qui connaît pas Fortnite, ou qui a des parents qui sont des fois très stricts, justement, sur le cadre avec les écrans, ben, ça crée plus de problématiques dans ce sens-là. J'ai peu de cas, en tout cas, j'ai pas rencontré de jeunes qui avaient des problèmes parce qu'ils jouaient trop aux jeux vidéo. C'était plutôt l'inverse, hein, c'était des jeunes qui, du coup, du fait que les parents ne voulaient pas, enfin, avaient un rapport aux écrans des fois un peu réfractaire, du coup, moi, les jeunes se retrouvaient stigmatisés à l'école, en fait. Parce qu'on dit que, enfin, je crois statistiquement parlant, c'est entre 10 et 12% des jeunes à 12 ans qui n'ont plus de téléphone. Donc moi je relativise en classe comme ça en leur disant mais c'est normal si tu n'as pas de téléphone, à ton âge j'ai encore un jeune sur 10 qui n'a pas de téléphone. Donc tranquille, c'est pas grave, ça va venir quoi. Mais c'est vrai que forcément quand on est des fois le seul dans sa classe à pas un de téléphone, ben, malheureusement on se fait très vite remarquer de manière négative. Parce que ben, pas de WhatsApp, pas de vidéo, on sait pas de quoi les gens y parlent. Puis voilà quoi. On avait fait un événement une fois dans un centre commercial. Il y a un papa venait vers moi et m'avait expliqué que son fils de 12 ans jouait à Call of Duty. Donc je lui ai expliqué que voilà, il y avait la norme PEGI, que c'était un jeu avec de la violence, du sang, des armes, et que c'était peut-être pas approprié de faire jouer son enfant de 12 ans à ça. Et c'est comme tu disais, il m'a expliqué que bah, en fait, il est obligé parce que moi son enfant était mis au banc à la récréation quoi. Il n'avait pas de suivi de discussion avec ses copains et ses copains le mettaient de côté, quoi. Donc c'est exactement ce que tu dis. Ce qui est important dans ce genre de cas, hein, c'est toujours d'accompagner du coup, hein, et de relativiser. Hein, les normes PEGI ne sont malheureusement pas beaucoup respectées, on va pas se mentir, hein, même au niveau des films. Mais moi, ben, je vois hein, très souvent je travaille avec des 15-18 ans aujourd'hui. Donc des fois, quand tu as un film que tu as envie de regarder qui est 16 ans et que tu as deux petits de 15 ans, petits entre guillemets, quoi. Mais en fait, moi, le principe que j'applique, c'est que un éducateur doit être présent pour parler. On a regardé une série hein, qui est pas mal en rapport avec la sexualité, l'usage des drogues, etc. Mais je dis, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'un éducateur soit présent quand les jeunes regardent. On ne peut pas leur mettre regarder ça et puis dire, c'est bon, ils vont tout comprendre. Ils sont grands. C'est ça, ils gèrent seulement. La norme PEGI exprime aussi le fait que l'enfant pourra comprendre le contenu. C'est pas une histoire de se mettre le confronter à la violence ou à la sexualité, c'est aussi que l'enfant comprenne le contenu. D'où l'importance d'un adulte. Voilà, l'idée du film ou de la. Voilà, tu veux dire. Moi j'ai une petite question. Action Innocence, c'est cantonal, c'est fédéral. À la base, c'est une association. C'est une association, ouais. Okay. Et du coup, le mandat en fait avec le canton de Vaud est cantonal du coup. Ils n'interviennent pas dans les autres cantons. Mais quand même dans le canton de Genève. Oui, ils sont basés à Genève, le centre est à Genève. Et puis, mais c'est intercantonal, Vaud-Genève. En fait, sauf erreur, ils interviennent vous intervenez dans toute la Romandie, non? Je suis même pas sûre, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai travaillé qu'avec mes collègues sur le canton de Vaud et du coup je sais pas, mais on n'est pas énormément d'intervenants donc ça me surprendrait quand même qu'on soit partout. Ouais, en tout cas les discussions que j'ai eues avec Tiziana, la directrice, j'avais cru comprendre qu'ils intervenaient dans toute la Romandie. Après chaque canton fait son truc différemment. C'est ça, exactement. C'est que je sais que dans le canton de Vaud ils avaient un truc vraiment bien, où il fallait beaucoup d'intervenants parce qu'il y avait beaucoup d'interventions. Après, chaque canton investit en fait finalement le budget et le temps qu'il veut bien à la problématique. Et on va pas se mentir que malheureusement, on voit qu'il y a un petit temps de latence à ce niveau-là, quoi. Mais j'ai découvert aussi c'est international parce qu'il y a un Action Innocence Monte Carlo. Oui, j'ai vu aussi sur LinkedIn. Ils doivent pas avoir les mêmes mais aucun rapport. Si, je crois que c'est une espèce d'antenne. C'est marrant. Mais est-ce que ça viendrait d'abord de Monaco? Peut-être. Ça, je sais pas. Historiquement, je ne sais pas du tout. Je sais pas exactement. Je sais un peu d'où vient Action Innocence, mais je ne sais pas d'où ça a commencé. Bon, finalement, l'essentiel, c'est que vous fassiez du bien à la jeunesse. Mais alors justement, quand les jeunes, quand tu interviens en classe, comment ils réagissent les jeunes en entendant que tu es sur les réseaux sociaux, que tu es peut-être même sur Twitch, que tu joues à des jeux vidéo? Comment ils réagissent? C'est très drôle parce que moi je trouve que ça, il y a les deux rapports, il y a ceux tout de suite c'est bon en fait elle est un peu comme nous, du coup la discussion elle peut se faire, ils ont plus de facilité aussi à venir en discuter,
Puis tout de suite, il y a des fois des jeunes qui sont dit ouais alors moi je joue à ça, toi tu joues à quoi là? On va pas sentir hein, durant une intervention. J'ai 1 heure et demie. En 1 heure et demie, j'ai à peine le temps de dire ce que j'ai à dire. Donc, et le jeu vidéo n'est pas forcément intégré dedans. Moi, j'y mets un peu ma petite touche parce que c'est quand même le truc qui m'importe, qui me touche personnellement. Ouais. Mais je suis quand même là pour faire de la prévention, donc je reste dans le cadre de la prévention. Mhm. S'ils veulent parler jeux vidéo, c'est plutôt après. Ouais. Et puis du coup, moi, c'est vrai que de temps en temps, ça arrivait qu'on me parle de jeux vidéo. Mais c'était pas le sujet de la prévention. Pour résumer ce que je faisais à l'époque, c'était en gros on parlait des réseaux sociaux, des données, qu'est-ce que les réseaux sociaux et Internet, les cookies, tout ce que ça garde finalement, hein. Qu'est-ce qui est utilisé au niveau de ces données, un petit peu comment ça marche Internet, parce que même aujourd'hui, si on demande à un adulte c'est quoi Internet, je pense qu'il n'est pas capable de répondre. Hein. C'est clair. Ouais. Et après, on parlait de tout ce qui est légal ou illégal, du droit d'image, t'as pas le droit d'insulter les gens sur Internet, hein, même si tu perds ta partie de jeu vidéo, c'est la même chose. Ouais. Hein, tu vois, des fois, c'est des trucs complètement... Et puis après, on parlait aussi des nudes, de ce genre de choses, la sexualité, du harcèlement, du cyberharcèlement. Et du coup, et puis pour finir sur l'hyperconnectivité, avec une petite vidéo avec Tiao.ch, hein, si jamais Tiao.ch qui est un super bon site suisse. Hein. Ouais. Leurs vidéos sont vraiment chouettes. Ouais. Très souvent justement, j'en présente une durant les interventions. Ouais. Et puis voilà, puis ça franchement 1 heure et demie, voilà. Des fois quand à la fin, c'est ça. Ouais, en général, je leur dis bon, le temps que je range mon ordi, les tablettes, que je désinfecte tout parce que Covid, vous pouvez venir me voir. Ouais. Et puis après, j'ai une autre intervention dans 20 minutes et je dois tout remonter, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu. Au moment où les enfants comprennent que tu utilises les mêmes termes, tu utilises les mêmes réseaux, que tu joues, est-ce qu'au début de l'intervention, est-ce qu'ils te vousoient et après ils passent au tutoiement? C'est très scolaire malgré tout, donc en général ça reste très souvent. Puis après, lui-même, il m'appelle toujours madame, on voit qu'il n'y a pas. Mais même dès qu'il y a la passerelle jeux vidéo ou des réseaux qu'ils utilisent ou ainsi de suite, où tu utilises les bons termes, le tutoiement ne vient pas forcément. En général, moi je les tutoie, et du coup, puis vu que j'adapte aussi mon vocabulaire pour avoir l'air cool, tout ça. Et du coup, forcément, là, il y a des fois quand tu parles en individuel. Parce qu'il y a un petit moment où ils font un quiz sur une tablette et du coup pendant 20 minutes ils sont sur un petit groupe sur les tablettes et là je vais les voir et je peux un petit peu discuter. Puis là effectivement il y a du tutoiement. Mais en général quand c'est une intervention face à la classe et autres, c'est très scolaire, donc du coup très formalisé et il y a quand même un rapport hiérarchique qui malheureusement se crée dans ce genre de cadre. C'est des jeunes qui ont quel âge? C'est des 9H, donc ils ont 12-13 ans. Ok. Des fois j'ai des 15 ans, exceptionnellement. Mais t'as pas des petits... Non, j'ai pas des tout petits. Les premiers c'est les 7e du coup, c'est les 5e, pardon. Et après c'est une autre intervention aussi. Il y a si jamais, sur Action Innocente, sur le site, il y a plein de supports pour adapter aux âges et tout, donc faut pas hésiter aussi, même en tant que parent, à aller voir. Hein, dans le cadre des écoles, c'est les professeurs qui te démarchent? Non, c'était un mandat entre Action Innocence et puis, du coup l'État de Vaud qui les a mandatés. Ouais. Puis là, ils continuent à travailler l'année prochaine, mais ça va être intégré un petit peu autrement parce que on se rend bien compte qu'une intervention d'1 heure et demie par classe, ça fait pas tout. Il faut vraiment un concept derrière, parce que les écrans c'est partout, c'est tout le temps. C'est plus quelque chose qu'on peut juste se dire non mais on verra ça plus tard, quoi. Ouais. C'est comme les ordinateurs à MCK à la maison. Ouais. Maintenant ils sont dans les mains les ordinateurs, donc faut faire avec, quoi. Ouais. C'est vrai que donc on l'a dit avant, tu travailles comme éducatrice. Moi j'ai aussi rencontré des éducateurs qui sont d'une génération plus avancée, on va dire, qui ont aussi une vision très critique et qui des fois, j'étais surpris d'entendre certains éducateurs s'étonner de dire mais de toute façon ils n'ont pas tous un ordinateur à la maison. Donc, eux-mêmes n'avaient pas encore tilté que non seulement tout le monde avait un ordinateur à la maison, mais qu'en plus de ça, l'ordinateur, tu l'as dans ta poche. Ouais, maintenant, ouais. Donc il y a aussi du côté de la posture de l'éducateur, il y a quelque chose à... Enfin, je trouve très bien justement qu'il y ait des éducateurs qui aient ton profil. Faut bien, mais puis on a tous nos plus ou nos moins, que ce soit je vais dire l'ancienne génération, faut pas que quelqu'un... Mais voilà, je veux dire qu'être trop positif non plus, c'est pas forcément toujours bien.
Puis malheureusement, hein, après, dans les foyers, il y a ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire que c'est très souvent des jeunes qui sont de familles qui sont pas aisées, hein, qui sont très souvent dans la précarité. En plus, les foyers, on n'a pas un ordinateur par jeune, hein, on n'a pas les budgets pour avoir un ordinateur par jeune. Ouais, c'est pas le même rapport. Et du coup, il y a très souvent des jeunes aussi qui sont en situation, mais comme je parlais du 1 jeune sur 10 hein, qui n'a pas de téléphone, ben, très souvent les jeunes en foyer, c'est ça. C'est ceux-là, ouais. C'est ceux-là. Ou bien, même moi qui travaille avec des 15-18, des fois c'est compliqué. Ils ont peut-être un téléphone, mais ils n'ont pas de connexion. Hein. Et ils doivent aller au McDo, ils doivent aller je sais pas où, ils se mettent des fois aussi en danger hein, pour avoir de la 4G. Ça c'est aussi tout un questionnement hein, sur, c'est devenu, on parle tout le temps de la pyramide, des besoins, etc. Ben, moi je trouve que le téléphone, suivant ton âge, des fois il passe au-dessus de la nourriture, hein, très clairement. Donc, vous vivez le fait que, ça illustre peut-être la fracture sociale, qu'un père ait de la difficulté à se faire expliquer ces choses-là par son fils ou sa fille. Est-ce qu'il y a un peu ce syndrome « je suis ton père » et c'est peut-être quelque chose de plus masculin, une question de fierté, qu'un papa se fasse expliquer quelque chose par un enfant. Vous le vivez, ça? Moi, je l'ai vu, je sais pas pour toi. Pas forcément que au papa, moi j'ai l'impression que c'est les deux parents. Ouais, alors oui, effectivement, des deux parents, tout d'un coup de se retrouver dans une posture j'en sais moins que toi, je dois accepter qu'en fait t'en sais plus que moi. Ça, des fois, c'est pas évident. Puis ça se passe comment? En général, les gens se braquent ou arrivent à passer par-dessus ça? En tout cas, de mon expérience, c'est plutôt une difficulté à montrer un intérêt. C'est-à-dire, si je montre un intérêt, c'est que en fait, je dois avouer que j'y connais rien. Et donc, du coup, je préfère ne pas m'intéresser. Puis après, justement, alors ça, c'est une partie du travail que moi je fais ici, c'est d'amener un contexte dans lequel, en gros, c'est ok de ne pas savoir. Et que au contraire, c'est très bien que vos enfants puissent vous apprendre un truc. Après, je sais pas si, comment toi tu le vois par exemple avec les enfants qui sont en foyer aussi, s'ils ont ce rapport-là. Je pense que honnêtement, j'ai un peu l'impression que les écrans internet ont énormément, comment dire ça? Impacter le rapport parent-enfant en fait, mais de manière générale, pas uniquement vis-à-vis des écrans. Parce que je trouve que on parle souvent d'empowerment, de la capacité du coup d'augmenter son pouvoir d'agir, hein, en français, on va utiliser les bons termes. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que tous les jeunes adolescents qui soient dans les écrans, qui jouent aux jeux vidéo ou pas, trouvent à travers les écrans une capacité d'augmenter leur pouvoir d'agir. Hein. Du fait, et du coup forcément, hein, ça, dans une société où on est assez à l'horizontale, ça se passe bien. Puis plus je trouve le cadre familial est hiérarchisé, plus du coup ça va créer des tensions, quoi. Et moi je vois ça pas forcément, j'ai pas là de cas en tête, mais effectivement je vois que des fois quand on est une famille très structurée avec des valeurs, j'ai pas envie de balancer des stéréotypes, mais avec des valeurs qui sont très de la génération de mes parents, hein, et du coup, effectivement, quand t'as un jeune de 14 ans qui commence à jouer toute la journée à Fortnite plutôt que de faire ses devoirs, forcément ça va, parce que mais pourquoi t'es pas dehors, pourquoi tu joues pas au foot, pourquoi tu vas pas faire du vélo? Et puis après, il revient avec une trottinette volée, et puis ils sont pas contents. Donc je suis allé dehors, c'est quoi le problème? C'est un peu ça. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est très sociétal en fait, où depuis l'arrivée d'Internet en fait, il y avait un écrivain, dans mon travail de bachelor, j'en parlais, je me souviens plus du nom de l'écrivain, qui a écrit justement tout un bouquin, bon c'est beaucoup d'interprétation, mais justement sur le fait que là, il y a un changement au niveau des hiérarchies, en fait, au niveau du rapport du coup, mais que ce soit aussi des enseignants. Les enseignants, ils en prennent plein la gueule aussi, hein, au niveau où leur rôle, ils étaient les représentants du savoir. Puis bon, aujourd'hui, le savoir, c'est Wikipédia. Donc voilà. Un peu dur à dire, mais malheureusement, des fois, je pense que c'est ce qu'on leur dit. Parce que c'est le message qu'ils doivent recevoir des enfants, j'imagine. Ce serait plus facile de contester cette autorité-là. Ok, il y a une question de Riusd. Salut. D'ailleurs, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Il dit, quand Zoé dit accompagner les jeunes,
comment diriger la conversation pour leur faire comprendre que c'est pas la fin du monde de ne pas avoir un téléphone ou une console dès leur plus jeune âge. Bonne chance. Ouais, bonne chance, c'est clair. Ouais. Parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a ce côté très, en tout cas que moi je perçois aussi chez les ados qui viennent ici, c'est si vous m'enlevez mon téléphone, vous m'enlevez mes copains. Puis qu'il y a un peu vous me coupez du monde, c'est ça. Il y a une confusion entre le moyen d'atteindre les copains et les copains eux-mêmes. Effectivement, bah, du coup, tu as l'impression que c'est la fin du monde si on te l'enlève. Moi, pendant très longtemps, je trouve on parlait de la réalité et puis d'Internet, comme c'était deux choses différentes. Puis moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que Internet, c'est tout autant la réalité que les quatre murs de la pièce où on est. Et puis qu'il se passe tout autant de choses, et ce n'est parfois plus de choses dans cet aspect de la réalité que entre nos quatre murs. Et puis du coup, c'est sûr que c'est difficile Là, cette question, elle est très compliquée à répondre. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut pas essayer de dévaloriser du coup le téléphone et la console, il faut plutôt essayer de valoriser autre chose. Dans le sens où, si tu essaies juste de lui dire non mais t'inquiète, on n'a pas besoin, c'est pas si grave, etc. Bah, le gamin il va encore plus se focaliser là-dessus. Plutôt essayer de tourner ça sur, écoute, va passer, je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire à un enfant, essaye, je sais pas, avant de vouloir absolument aller sur une console, essaye de commencer à faire du foot. Inscris-toi à un club de foot, inscris-toi à un club de quelque chose pour essayer de dédramatiser, mais après ça dépend de l'âge. Dès leur plus jeune âge, c'est un peu la question, c'est quoi leur plus jeune âge? Parce qu'après, il y a la règle des 3, 6, 9, 12 de Monsieur Tisseron, là. Puis c'est pas une loi, c'est des conseils. Puis on voit bien que c'est pas possible de toujours respecter ça. Et puis du coup, c'est aussi aux parents de voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer à leur enfant autre que des consoles et des écrans. Moi, j'ai l'impression aussi que, justement, il y a le téléphone ou la console, ça représente il y a un attrait, parce que, comme tu disais avant, la plupart des gamins en ont un, donc ça crée aussi l'envie de dire, mais moi aussi j'en veux un. Mais qu'en fait, nous, on doit pouvoir comprendre qu'il y a l'envie plutôt d'être comme les autres, d'appartenir au groupe. Donc on peut les encourager, comme tu disais, à s'inscrire dans un club de foot pour faire partie du groupe, pour leur montrer que tu peux faire partie d'un groupe, même si tu n'as pas de téléphone. Bien sûr que ça facilite les choses, c'est clair. Comme tu disais avant, ou l'exemple du papa qui parlait de Call of Duty, c'est ça aussi, si ton enfant c'est le seul à pas pouvoir jouer, c'est peut-être plus compliqué. Mais on peut trouver un moyen pour qu'il soit quand même pas exclu et qu'il fasse partie du groupe. Donc ça peut être laisser son enfant utiliser l'ordinateur pour avoir un compte Instagram. Et du coup, avoir des rapports aussi, sans pour autant qu'il ait toujours son téléphone entre les mains. Puis malgré tout, il y a pas mal d'applications, il y a pas mal de choses qui existent, malheureusement ou heureusement, qui sont quand même payantes souvent, mais qui permettent d'avoir un contrôle parental qui est correct sur les téléphones. Après, l'ayant vécu, c'est vrai que c'est plus facile de craquer et de laisser le téléphone ou la tablette. Et de manière plus momentanée, moi ce que j'ai fait, c'est que tous les enfants qui avaient besoin de leur téléphone, qui étaient autour de mon fils, on est tous allés jouer au ping-pong. Mais c'est clair que ça demande un investissement, ça demande du temps. Donc j'apprécie le ping-pong, c'est cool à faire. Mais j'imagine qu'une personne, un parent qui n'a pas d'intérêt ou qui ne trouve pas les ficelles de faire une activité avec son enfant à l'extérieur et de rassembler tous ses copains pour qu'ils oublient tous leur téléphone et faire une activité dehors, c'est difficile. Mais c'est une solution que j'ai trouvée et ça marche assez bien. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures, le téléphone, ils n'en parlent même plus, quoi. Donc systématiquement les relancer, c'est peut-être un peu fourbe, mais changer leur centre d'intérêt ou voilà. On va pas se mentir, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un téléphone dans une pièce, tu vas avoir tout le monde, c'est la même chose. Adultes, enfants, compris, il n'y a pas de... C'est comme miracle. Comme des requins, si tu mets de l'eau du sang dans l'eau, quelqu'un a sorti un téléphone. T'as des jeux. Je me demandais si tu pouvais mettre dans le chat les liens vers les différents réseaux sociaux où on peut poser les questions, parce que je crois que si je le fais avec mon compte, je vais nous me faire bannir de ma propre chaîne. Donc, salut Ricky. Je
j'aimerais trop participer avec vous, je peux pas écrire, mais dès que je rentre, je serai à 100%. Mais magnifique. On sent que t'es là, pas de problème. Donc, on le redit, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire par mail. Donc, Julien est en train de taper les différents moyens. Vous allez pouvoir retrouver les différents réseaux sociaux par mail à l'adresse contact@gamingfederation.ch, sur notre page Twitter, notre page Instagram ou notre compte Facebook aussi, ou directement dans le chat comme c'est le cas maintenant. On a une question de Crélianer. Bonjour à tous. Conseillez-vous de suivre l'activité numérique de vos enfants en utilisant les différentes applications ou fonctionnalités qui existent sur le marché, et si oui, jusqu'à quel point? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je l'ai souvent aussi, de savoir est-ce que il faut entre guillemets espionner son enfant, ou en tout cas il faut surveiller ce qu'il fait. Par exemple, l'application mobile de la Switch qui permet de suivre exactement le nombre d'heures, le jeu auquel on joue. Tu peux même recevoir des notifications si la console est allumée. Il y a un côté assez intrusif. Ah, ça j'aurais bien voulu savoir quand je bossais en foyer. Ah ouais? Ouais, j'ai découvert un jour que ma Switch que j'avais prêtée avait été utilisée pendant la nuit par une jeune qui avait réussi à se faufiler dans le bureau et qui la Switch. Ouais. Mais sur les jeux vidéo, si on veut éviter que son gamin finisse toute la nuit sur la plateforme, pourquoi pas? Je veux bien comprendre, hein, mais après, moi, c'est vrai que je pense que enfin, j'espère, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas me rendre compte, mais je me dis que si on arrive à créer un lien où la discussion est ouverte avec son enfant, on devrait pas avoir besoin de l'espionner. Ouais. Enfin, je pars du principe où finalement, si on commence à espionner son enfant, c'est qu'il nous cache des choses, et s'il nous cache des choses, c'est parce il sait qu'il peut pas nous en parler. Et du coup, j'ai beaucoup de soucis, moi, beaucoup de craintes vis-à-vis de ça, parce que je trouve que les écrans, ça a ouvert une porte au possible du contrôle, en fait, finalement. Et puis, je vois beaucoup d'enfants, en fait, normalement, un parent n'a pas le droit de géolocaliser son enfant. Et puis, ils sont tous là, ah bon? Mon papa et ma maman, ils me le font? Les parents ne le savent pas. Non. Mais les parents ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit. Et moi, puis il y a plein de trucs comme ça, hein, finalement, où on parle de géolocaliser, on parle des photos aussi, droit d'image, on a pas le droit de prendre des photos. Dans une certaine mesure, on a le droit de prendre une photo de ses enfants, hein, parce qu'on a une protection de parents, devoir de protection, et quand on poste des photos, on a le droit, à condition que ce soit pas avec des mauvaises intentions, mais indirectement, voilà. Il y a plein de choses qu'on fait sur ces écrans. Puis quand même une information importante, c'est que par exemple Instagram, je crois que c'est 71% des données qu'ils récoltent qui sont retransmises, ce qui est énorme, 71%. Quand même, Donc voilà. Mais après, je sais même pas, s'il existe des applications par exemple qui permettent de géolocaliser, je suis même pas sûre qu'elles soient légales, donc il faudrait déjà... ça dépend d'où elles viennent, c'est ça le souci. Alors moi j'ai entendu j'ai découvert la commercialisation de montres dans lesquelles il y a un GPS et tu peux savoir exactement où se trouve ton enfant et on peut l'acheter librement et tu peux lui envoyer des notifications, mais tu peux aussi déclencher une alarme et puis activer un micro sans que l'enfant le sache pour écouter ce qui se passe autour de lui. Et là, moi ça va pas du tout parce que je me dis justement, comme tu disais, Internet et puis le numérique a permis un accès au contrôle plus accru. Mais justement, c'est ces moments-là où quand tu te balades avec tes copains sur le chemin de l'école, t'as envie d'être tout seul, t'as envie d'être avec tes potes, t'as pas envie qu'il y ait tes parents qui soient constamment en train de savoir ce que tu fais. Et pour moi, c'est un peu pareil sur le jeu ou sur les réseaux sociaux. Souvent, moi, je déconseille aux parents d'essayer de devenir amis avec leurs enfants sur les réseaux, par exemple, mais plutôt de créer des moments où ils discutent. C'est ça. Puis on se met autour de la table, montre-moi une vidéo TikTok que tu as trouvée intéressante. T'as fait quoi? Là, ça fait 1 heure que t'es sur ton téléphone, t'as fait quoi là? C'est quoi les trucs fun? Qu'est-ce que t'as découvert? Ouvrir le dialogue de manière ouverte et pas par simple curieuse. C'est difficile, hein, je pense que quand t'as un enfant et que tu t'inquiètes un peu de rester juste neutre et de montrer de la curiosité. Mais c'est sûr que... Après, là, je pense que ce que Krilliner aussi veut vraiment
il questionne vraiment sur quelles sont les limites, Oui. finalement, et c'est un peu une zone grise, hein, on va pas se mentir. Légalement, surtout en Suisse, hein, on sait que pour légiférer, ça prend du temps, on est déjà aujourd'hui en retard. Puis du coup, il n'y a pas vraiment de limite, et je pense à chacun aussi. Mais moi, c'est un des trucs qui me fait peur, hein, c'est la société un peu tout contrôle, où finalement, on parle tout le temps des libertés qu'on a gagnées grâce aux écrans. Je crois qu'on se rend pas compte aussi du contrôle qui est mis sur nous aussi indirectement, et toutes ces... j'ai pas le terme. À quel point on est sollicité. Ah oui, ouais. Aujourd'hui. Puis c'est pas des sollicitations neutres, hein, qui sont pour notre bien-être. C'est ça, exactement. Voilà. C'est un peu l'illusion que ça crée, c'est que tout est fait pour nous faciliter le quotidien. Ou pour nous faire plaisir ou autre. Voilà. Et puis en fait, on parle beaucoup, avec beaucoup de grands titres sur les jeux vidéo et les risques d'addiction. Et vu que vous avez utilisé le titre, on peut aussi en parler des réseaux sociaux et du téléphone qui, pour moi, sont largement plus problématiques et touchent beaucoup plus de monde que les jeux vidéo. Quoi. Parce que dans les deux cas, il y a tout cet aspect de capter l'attention qui fait que tu restes croché. Et je trouve que justement dans la question qui était posée, il y a aussi l'idée de se dire jusqu'à quel point, je disais pas des limites. Et moi, je me dis, l'adolescence, c'est aussi, puis l'enfance aussi quelque part, mais c'est aussi des moments où tu essayes de contrer les règles. T'essayes aussi justement ça doit faire partie du jeu, de pouvoir feinter, de pouvoir jouer toute la nuit sans te faire choper. Puis si tu te fais choper, il y a des conséquences. Mais ça fait partie Mais c'est un apprentissage. C'est ça, exactement. Et que si on met trop de contrôle, du coup, tu verrouilles tout ce qui... Et il faut bien que ça sorte à quelque part. Il faut que cette capacité de tester les limites, il faut qu'elle sorte ailleurs. Et elle se montrera de toute façon, hein, c'est sûr. Puis moi, je dis souvent que pour gérer un problème lié au numérique, ce qu'il nous faut, c'est pas plus de numérique, c'est plus de liens, c'est plus de contacts, c'est plus d'échanges. Plus tu rajoutes du numérique, plus tu complexifies le problème qui en est peut-être même pas à la base. Pour répondre à Réouz, à Kaniko, de mémoire, il doit y avoir eu un documentaire ou une émission autour des questions du contrôle des déplacements de son enfant dans temps présent ou en tout cas à la j'ai pas les articles de loin, j'ai pas mais il y a eu quelque chose et fondamentalement c'est sur la liberté des gens. Typiquement Apple, son nouveau tracker, ils ont dû changer le système parce que tu pouvais trop facilement pouvoir pister des gens en les mettant dans un sac ou ainsi de suite. Maintenant, avant c'était 3 jours, l'objet sifflait automatiquement et là ils ont réduit à 8 heures pour pas que tu puisses traquer quelqu'un à son insu, quoi. Donc, j'imagine, sans vouloir dire de bêtises, que c'est les mêmes lois qui régissent le fait de traquer un adulte, quoi, finalement. On n'a pas le droit. Ouais, la liberté fait partie des droits les plus élevés en Suisse. Hein, même un prisonnier qui s'échappe de prison, il va pas être... le droit à la liberté va être remis en prison, on a entendu, c'est se faire attraper, on est bien d'accord, pour terminer sa peine. Mais il peut pas être condamné à vouloir la liberté. C'est pas une condamnation supplémentaire. Franchement, je crois pas. Ok. C'est intéressant ça. Ok. Alors, je suis allé voir sur les réseaux s'il y avait d'autres questions. Il faut que je revienne dans le chat. Ouais, je pensais à une chose avant, une question à laquelle j'ai oublié de te poser avant. C'était, je pose régulièrement la question à quoi on joue en ce moment. Et donc toi, tu es une grande joueuse de World of Warcraft. Ouais, en fait, World of Warcraft, c'est un peu le premier jeu auquel j'ai joué sur ordi. J'ai découvert sur la fin de ma scolarité. Heureusement. Pas sentir heureusement. Et qui a un petit peu, des hauts et des bas. En général, chaque extension, je recommence, puis je fais un peu, puis après j'arrête. Parce que je sais que j'aime beaucoup y jouer. Et que malheureusement, toute bonne chose, comme toutes les bonnes choses, il faut quand même faire attention. Et voilà. C'est vrai que là, du coup moi, j'ai commencé avec World of Warcraft quand c'est sorti. J'ai fait toutes les beaucoup, à part les dernières que j'ai un peu moins joué, mais toutes les premières j'ai beaucoup joué.
Puis là, Blizzard a eu une super bonne idée, c'est-à-dire de ressortir les mêmes versions qu'il y a 15 ans. Et il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Moi, du coup, je redécouvre, 15 ans après, les mêmes jeux auxquels j'ai joué, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est très drôle. J'ai des petites séances de flashbacks, de souvenirs en discutant avec des gens de l'époque, puis c'est assez drôle. Mais après, moi, j'ai joué à beaucoup, du coup, au MMO, hein. J'ai massivement multijoueur et j'ai aussi pas mal joué à tout ce qui est FPS. Ouais. Donc Call of Duty, à l'époque Left 4 Dead qui était hyper... Moi j'ai adoré comme jeu. Ouais, moi aussi. Et puis, mais dommage, je suis très triste qu'il n'y en ait pas eu un troisième. Mais bon. Il y en a un qui sort, il y a Back 4 Blood qui sort cette année. C'est les mêmes développeurs. Je suis pas au courant. Ah bah voilà. Je ne veux pas savoir. non, moi je l'attends avec impatience. Ah ouais, je vais aller regarder parce qu'ils en avaient sorti un entre deux, Annihilation, un truc comme ça. Il y a eu d'autres jeux. Et puis ils étaient franchement pas dans le même concept. Moi j'aime beaucoup la coopération. Ouais. Puis malheureusement des vrais jeux en coopération ces dernières années, pas trop leur spécialité. Ils aiment bien les Battle Royale. J'aime bien aussi, hein, mais la coopération c'est très très dur. Ouais. Pour les plus de 18 ans, il y a JTFO en coopération qui est très bien. Ça c'est bien parce que mais il est très dur. On a voulu essayer puis on a très dur, voilà. Mais alors si vous voulez jouer, je vous rejoins, mais j'adore. Ah ok, j'ai beaucoup aimé. mais il est pas facile. Ouais. Mais c'est vrai que du coup après beaucoup de League of Legends, parce que du coup coopération pour ça c'est génial. Ouais. Et puis d'ailleurs j'ai rencontré mon futur mari là-dessus sur League of Legends. Et du coup aujourd'hui on joue tous les deux à World of Warcraft à nouveau. Ouais. On redécouvre les extensions qu'on n'a pas fait ensemble. Voilà. Ça c'est cool. Excellent. Et est-ce que tu as vu justement dans les propos des élèves aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes un peu les documents officiels des recommandations, il y a tout le temps des recommandations qui viennent sur attention les MMORPG. Puis moi je me dis, mais les gens de notre génération, ok, on connaît les MMORPG, mais aujourd'hui, des enfants ils jouent plus du tout à ça. Puis je trouve qu'il y a un décalage qui se crée entre une recommandation qui tombe complètement à l'eau parce qu'ils disent alors attention, les MMORPG, c'est chronophage, ça prend du temps. Et c'est vrai, mais c'est pas là que les enfants jouent aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce journaliste français qui avait fait une vidéo dans le journal où il appelait ça les mobs scrubs? Les Meporg. Oui, ça fait une légende, bien sûr. Et je pense qu'il y a je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit que c'est passé massivement multijoueur, que ça prend du temps. Ouais. En fait, on se rend compte que un Battle Royale, même si une partie dure 20 minutes, ils en relancent à la chaîne parce que finalement c'est prenant. C'est prenant. Puis soit tu joues avec des gens, soit tu as le fameux circuit de la récompense, la dopamine avec ces nouveaux systèmes de récompense, de level que tu gagnes, etc. Mais en fait, c'est tout autant prenant qu'un World of Warcraft où finalement tu gagnes en niveau, tu gagnes des pièces de stuff. Puis après, dans World of Warcraft, ce que je trouve très différent avec les jeux d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un aspect social très développé, c'est-à-dire que tu as une guilde. En général, quand tu atteins tu as forcément des interactions avec des gens, tu es obligé. Mais il y a le concept où tu peux créer des guildes, tu peux créer des groupes qu'il y a pas que je retrouve plus sur les jeux aujourd'hui en fait. On a un peu ça avec Fortnite qui devient, au-delà d'un jeu vidéo, un endroit où les gens se retrouvent finalement. Oui, beaucoup de jeunes. Hein. Voilà, exactement. Je pense que pendant le confinement, ça c'est. Moi, j'ai eu un jeune avec lequel j'ai travaillé qui a été déscolarisé. Puis, franchement, Fortnite, ça lui a permis d'avoir des rapports avec d'autres jeunes. Parce que déjà que pendant le confinement, il n'y avait pas beaucoup de rapports sociaux. Donc, si en plus t'es pas à l'école, t'oublies quoi. Et je pense que ça a quand même. C'est là où on se rend compte à quel point c'est important finalement. Malgré tout, d'avoir des rapports sociaux, parce que durant le confinement, je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'on s'en sortait pas sans, quoi. Exactement. Voilà, et le rapport social à l'intérieur d'un jeu vidéo reste de qualité. Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à l'aspect des guildes dans un MMORPG. Je trouve... Moi, j'ai joué très peu à World of Warcraft parce que je savais que l'aspect de il faut venir tous les jours à l'une heure précise, ça me convenait pas. Mais c'est vrai que le fait que tu pouvais toujours faire quelque chose, il y avait toujours quelque chose de plus à faire, on disait que c'était ça qui était
compliqué à gérer. Moi, j'ai l'impression que ce qui est compliqué à gérer dans un Battle Royale aujourd'hui, c'est le fait que toutes les parties sont différentes. Vu qu'il y a une partie d'aléatoire et qu'il y a une partie de tu sais pas où va, que ce soit Fortnite, PUBG ou Warzone. Warzone, exactement. Tu commences jamais au même endroit, les armes sont jamais au même endroit. Il y a quand même, ok, au bout d'un moment, on sait qu'à tel endroit, généralement, il y a un véhicule ou on sait qu'il y a un peu de loot par-ci par-là. Donc le loot, c'est les armes qui sont planquées. Mais il y a quand même une dimension aléatoire. Tu sais pas si tu vas tomber sur des adversaires tout de suite ou pas. Donc chaque partie, elle est quand même différente de celle d'avant. Puis ça crée, alors que dans un MMORPG, tu as tout le temps l'univers à ta disposition, là tu as un renouveau. Et c'est quelque chose qui est à mon avis compliqué à gérer aussi. Parce que tu as cet attrait ce sera nouveau, ce sera différent de celle d'avant. Bon, après, j'imagine que cet intérêt du nouveau dans un MMO, tu le retrouves aussi en explorant de nouvelles zones. Ouais. Il y a aussi cet intérêt-là, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Mais je suis pas sûre qu'un joueur solitaire continue à jouer à WoW, tu vois. Dans le sens où si tu joues tout seul à WoW, au bout d'un moment, tu arriveras à un truc où tu peux pas continuer à jouer. Il y a un seuil où tu pourras plus, en fait. Ouais. Où ce sera très compliqué. Alors que dans les jeux aujourd'hui, tu peux continuer à jouer tout seul. Puis tu auras quand même tes récompenses. Alors que sur World of Warcraft, par exemple, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des instances à 5. Tu veux continuer ta niveau max, tu es obligé de faire des instances à 10, 20, 40, même encore à l'époque. Et du coup, tu es obligé de t'intégrer et d'avoir des rapports avec des gens. Alors que sur ces jeux-là, tu peux passer ta soirée entière à enchaîner les parties, et tu auras quand même tes récompenses, parce que tu vas gagner des points en restant seul. Et puis voilà. Donc il y a une facilité. Enfin, je trouve qu'ils ont rendu les jeux plus accessibles à tout le monde. Ça, je trouve très bien. Mais finalement, ils ont individualisé aussi le rapport entre le jeu et l'utilisateur. On a vraiment eu un début, je trouve, dans l'histoire des jeux vidéo, où c'était le joueur avec sa console. Puis après, on a eu le joueur qui rejoint sur sa console les autres joueurs. Aujourd'hui, je trouve qu'on est en train de faire marche arrière, où un petit peu on redevient. Il y a toujours la possibilité des deux, mais il y a la facilité à pouvoir rester tout seul. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est-à-dire qu'on favorise aussi la possibilité de jouer seul. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que même si t'as pas de copains, tu peux toujours tomber sur des gens avec qui rejoindre une équipe, etc. Donc t'es pas obligé de partir de l'aspect social, alors qu'avant t'allais jouer chez un copain parce que d'abord c'était ton copain. T'as la même chose sur les réseaux sociaux. Au début, les réseaux sociaux, ils étaient créés, il fallait avoir des amis qui postent des trucs pour avoir du contenu. Aujourd'hui, tu crées un truc sur les réseaux sociaux, t'as tout de suite plein de contenus qui t'arrivent. La même chose sur ton fil d'actualité Instagram, quand tu arrives à la fin de ton truc journalier, mais ils te proposent des trucs. Donc finalement, ils font, enfin, on voit que c'est comme ça que ça marche. Ils font en sorte que tu passes un maximum de temps dessus, quoi. Sur tes écrans, capter ton attention au maximum, quoi. Ce matin, j'ai lu dans l'avant-dernier numéro de Canard PC, qui est un magazine jeux vidéo que je vous recommande, un excellent magazine. Il y a un type, apparemment, il a atteint le niveau maximum dans Seigneur des Anneaux online, donc le MMORPG du Seigneur des Anneaux. Il a atteint le niveau maximum en jouant un Hobbit, et le seul truc qu'il a fait, c'est préparer des tartes. Et ça fait, je crois, 7 ans, ou je sais pas combien de temps qu'il fait ça. Il fait que ça, il prépare des tartes. Et il a gagné de l'XP en faisant ça, et il a atteint le niveau maximum. C'est de la dévotion. Mais est-ce qu'il y a dans la mécanique quelque chose de fun quand même, parce que ça... Je sais pas. Sur 10 ans, c'est clairement redondant, mais peut-être déjà sur une année, c'est compliqué, non? J'ai envie de faire des blagues, mais je me reconnais. Sur le Seigneur des Anneaux? Non, sur le joueur, c'est pas devenu un bot. Peut-être, ouais. Alors moi, je l'ai vécu avec un Call of Duty où j'avais l'obligation mentale de jouer tous les soirs 2 heures. Donc mon planning faisait que ça jouait, mais ça me demandait. J'avais réellement pris cette routine dans ma journée. Donc j'imagine que ça peut s'extrapoler sur 10 ans à faire des tartes. Des tartes, ouais. Même si ça me paraît fou, quoi. Mais il devait bien y trouver quelque chose. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il a rien gagné à faire ça, finalement. Il a atteint le niveau maximum. Et il y a un Canard PC qui La question, c'est est-ce qu'il continue à faire des tartes maintenant qu'il est au niveau maximum? Je sais pas. C'est l'achievement d'atteindre. C'est intéressant de savoir. C'est peut-être tellement rentré dans sa routine de vie que...
Donc si tu es là, si tu nous regardes, on veut savoir. On aimerait savoir. Explique-nous. Je suis sûr que si tu fais pendant 10 ans des tartes dans un jeu vidéo, dans ton appartement, ça sent la tarte. Ouais. Dans ta tête, Ouais, en tout c'est cas. possible. Dans ta tête, tu fais possible, des tartes vraiment. en vrai, c'est pas C'est possible, ça. c'est sûr. Peut-être même que tu te prends pour un hobbit. Ça serait intéressant de le suivre, cette personne. Ouais, on va essayer de le retrouver. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour moi, Des ça- tartes à ce que tu veux, Thomas. Des tartes à quoi? Les hobbits, ils aiment bien les tartes, de tout, sucré, salé. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Non, mais c'est vrai que finalement, c'est ça le point important. C'est qu'on sait pas à quoi il fait cette tarte. Mais je crois, j'ai un peu l'impression aussi quand on est parent, on cherche tout le temps un petit peu à ce que notre enfant fasse quelque chose qui ait un peu du sens. Oui. Et que beaucoup de parents ne trouvent pas de sens aux jeux vidéo. Ouais, très juste. Et que du coup, il y a des fois. Là, je suis désolée, mais vu de l'extérieur, un monsieur qui passe 7 ans à faire des tartes sur le jeu, je vois pas de sens. Ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin toujours de chercher du sens? Moi, je trouve que ça, c'est un truc d'adulte. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. On veut donner du sens à tout et rien. Et de la productivité. Et de la productivité, et puis ça marche beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, moi j'ai suivi un coaching pendant un moment par un pote pour perdre du poids. Puis on dit, ouais, il y a les trucs que tu fais qui ont du sens, puis ceux qui n'ont pas de sens, puis il faut tout le temps que tu fasses quelque chose qui soit productif. Puis moi, c'était complètement à l'encontre de ce que je pense. Et que je pense que c'est vraiment des moments où t'as pas tout le temps besoin d'être productif. Ouais. Et puis après, il faut toujours un rapport. Puis quand on est parent et qu'on a forcément des attentes envers son enfant, et que notre enfant il se met à jouer à je sais pas quoi au lieu de faire ce qu'on a comme attente pour lui, forcément c'est hyper déstabilisant. Mais je pense qu'il faut aussi apporter un peu, un peu de tolérance. Et puis c'est très très difficile. Moi, autant qu'éduque, je perds, des fois j'ai la tête trop dans le guidon, mais de se remettre un petit peu à la place. De reprendre un peu son rôle d'enfant, son rôle d'ado, comme on était à cette époque-là, et puis des fois juste un peu de ok. Ouais. On a peut-être tendance en tant que parents à vouloir essayer de donner les meilleures armes à notre enfant face à une société qui va être très dure. Plus dure que ce que nous on a vécu et ce que nos parents ont vécu. Mais c'est clair qu'un enfant doit rester un enfant. Il doit pouvoir jouer, partir dans son imaginaire. Puis on ne connaît pas les enjeux. On voit rien que notre génération, le monde a fondamentalement changé en l'espace de 20 ans. Donc qu'est-ce qu'ils auront eux? Est-ce qu'on les arme vraiment? Honnêtement, des fois je me pose sur la question. J'ai l'impression qu'on les arme toujours par rapport à ce qu'on a vécu, alors que c'est plus les mêmes temps, c'est plus la même chose. Je reste persuadé que passer 8 heures sur un jeu vidéo un week-end apporte beaucoup, et que peut-être que c'était plus un problème à notre époque, mais pour moi maintenant, c'est plus ancré dans la société, ça. Ouais, puis un jeu vidéo apporte beaucoup de compétences. Ça, on le dit pas. Je suis sûr que la personne qui fait des tartes sait faire des tartes dans la vraie vie. J'ai des doutes, mais pourquoi pas? Mais je veux savoir. C'est sûr. Je suis en train de réfléchir à des compétences que les jeux vidéo pourraient m'apporter, ou m'ont apporté. Je pense au niveau de la réactivité, du sang-froid aussi, de la maîtrise suivant à quel type de jeu. Je pense. Ça a été prouvé d'ailleurs au niveau des réflexes, etc. Et je pense aussi. Moi j'ai connaissance de potes qui étaient Red Elite, donc qui dirigeaient une vingtaine de joueurs sur le jeu vidéo. Puis je trouve ils ont gagné en prestance aussi en vrai. Ou bien je pense que quand tu joues à des jeux qui te stressent, forcément au bout d'un moment tu vas être résistant à ce stress. Donc, puis même au niveau de la gestion des émotions, il y a de plus en plus de jeux. J'ai un jeune au foyer qui m'a montré son jeu préféré. Puis son jeu préféré, c'est un storytelling, donc un jeu vidéo qui joue une histoire où tu dois prendre des choix. Et puis maintenant, tes choix vont impacter finalement le destin de ton personnage. Puis forcément, dans ce genre de cas, t'empathises avec ton personnage, quoi. Puis je trouve il y a plein de trucs comme ça où je trouvais très intéressant dans une conférence que j'ai assistée il y a pas longtemps, c'est que tous les mammifères au monde, ils apprennent à travers de l'univers ludique. Par le jeu. Tous les animaux, ils apprennent par le jeu.
les enfants, c'est la même chose. Hein. On est les seuls à mettre des enfants en cage en espérant qu'ils apprennent, quoi. Hein, on va pas se mentir. Mais du coup, à travers le jeu, ils apprennent tout autant. Peut-être pas ce que l'école, ce qu'on attend d'eux, mais ils vont forcément développer notre compétence, quoi. Une des choses qui ressort le plus souvent et le plus rapidement, c'est le sens de l'orientation. Ouais. C'est bon, il est parti, lui, hein, parce que... Mais justement, c'est intéressant parce que moi j'ai un peu le même problème, justement, aussi, j'ai un peu un sens de l'orientation déficient. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, les compétences, c'est pas parce que tu joues que nécessairement tu les développes telles quelles. C'est souvent quand on t'accompagne, puis on crée un contexte dans lequel on te fait confiance sur ces compétences-là, où tu vas, justement, comme tu disais, tu prends confiance et tu vas du coup te sentir à l'aise pour les suivre. Ah, merci. Artie, merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut CityNX, salut Artie du coup. Il y avait une remarque de Rius d'avant qui disait le modèle économique des jeux ont bien changé, la donne avec des jeux gratuits, entre guillemets, mais avec différentes options payantes. Comment faire comprendre et restreindre aux jeunes l'accès au contenu payant sur un jeu gratuit, lootbox, battle pass, etc. Ouais, ça c'est une très bonne question et je pense que avant tu disais justement on équipe les enfants avec ce que nous on a vécu. Ben, typiquement ça c'est un défi qui est nouveau. On l'a pas vécu. On l'a pas vécu quand on était petit, c'était pas comme ça. Mais pas de la même manière. Ouais, vas-y. Moi je pense que, indirectement c'est de l'argent de poche. En fait, on a tous eu ce rapport à l'argent de poche à un moment donné, c'est juste qu'on préférait aller s'acheter des bonbons ou des cartes Pokémon pour... Voilà, mais c'est la même chose en fait. C'est juste que vu que bon ça c'est aussi évolution de la société, on n'a plus d'argent entre les mains aujourd'hui, hein, et du coup forcément on perd ce rapport. Mais pour moi, par exemple l'accès à du contenu payant sur un jeu vidéo, moi il n'y a pas de problème si mon gamin il veut acheter des skins. Mais c'est juste que c'est le même rapport avec l'argent de l'argent de poche quoi. Bah, écoute, t'as 20 balles par mois, bah, si tu veux mettre tes 20 balles par mois pour t'acheter des skins sur Fortnite, sur League of Legends ou j'en sais rien, des lootbox sur... Après, il y a un côté pervers dans la communication autour de tout ça, c'est que j'ai discuté avec plusieurs enfants qui avaient entre 5 et 7 ans, et ils restent ancrés dans le fait que si le jeu est gratuit, tout le contenu qui sera à côté sera gratuit. C'est gratuit. C'est vraiment... En plus, c'est marketé en tant que tel, mais vraiment dans cette catégorie d'âge... Si le jeu est gratuit, tout ce qui en découle sera gratuit. Ils n'arrivent pas à comprendre que finalement, il y a encore de l'argent qui est en jeu. C'est comme ça que tu as des parents qui se retrouvent avec 2000 balles de dépenser parce que l'enfant il clique et puis il ne se rend pas compte que ça dépense de l'argent. Il y a ça et il y a aussi certains fabricants de téléphones portables avec un fruit. La fâcheuse tendance à offrir un jeu qui devient rapidement payant au bout de 2 mois. J'ai vécu ça dernièrement, alors que je suis très à la pointe de ce genre de choses, mais j'ai eu droit à un petit 9,90€ après 3 mois, parce que le jeu, dans les conditions générales, le début du jeu est gratuit. Il te débute après. Mais voilà, exactement. Après 3 mois, il y a un contenu qui s'additionne automatiquement. Dans les conditions générales, c'était un 15 pages de conditions générales. Certainement, exactement. Ils jouent là-dessus. Et j'ai trouvé cette manière de faire très très perfide. Non, c'est tout à fait. Mais c'est là où on voit les failles du système. Hein. C'est comme, moi, une des questions, un des trucs que j'expliquais dans mes présentations Action Innocence, c'était les conditions générales. Quand tu les as acceptées, tu as dit que tu avais 13 ans, tu as accepté de vendre tes données. À quoi ? Ben oui, tu les as lues toi les 15 pages, c'était une des grosses blagues. Parce qu'on le dit tous les 15 pages, tout le monde rigole. Puis après je leur dis mais en fait dans ces 15 pages c'est marqué qu'ils vendent tes données. Ah ben ouais. Puis en fait on voit, j'aime bien faire la vanne parce que si tu vas sur Instagram, je crois que c'est 23 minutes de lecture, les conditions générales. Microsoft, si jamais c'est 1h30 pour tous leurs programmes. Bon, c'est la même pour tous les programmes, donc une fois que tu l'as lu une fois, c'est bon. Mais on voit, on peut y mettre tout ce qu'on veut, puis forcément on est obligé. Est-ce qu'on a à nouveau, on parle de liberté, qu'on gagne de liberté, mais finalement, on est obligé d'accepter ces conditions pour y accéder. Puis finalement, on gagne pour perdre autre chose directement. Donc, bref. Mais c'est vrai que je me disais, par rapport à la question qui était posée aussi, vu que tu parlais de l'argent de poche, c'est aussi, à mon avis, c'est aussi un moyen d'apprendre à gérer l'argent de poche, en disant, effectivement, tu peux mettre tout ton argent là-dedans, ou alors on te dit, ok, le jeu il est gratuit, il y a quand même des gens qui travaillent derrière, ils travaillent pour que tu puisses jouer gratuitement. Est-ce que si tu devais acheter le jeu, combien tu mettrais ? Puis on apprend comme ça aux enfants à gérer la notion d'argent.
puis de dire, bah oui, c'est vrai que si je devais acheter un jeu Nintendo en version boîte, je paierais 50 francs, 60 francs, 80 francs. Est-ce que je suis d'accord de mettre 60 francs pour Fortnite, par exemple? C'est pas mal Et aussi, puis ouais. de se dire, une fois que tu as mis tes 60 francs, c'est bon, tu as donné de l'argent, mais après c'est fini. Pour justement, parce que je trouvais la question intéressante aussi sur l'idée que il faut pouvoir restreindre ça dans le sens où c'est quand même un apprentissage à faire, que tu peux pas claquer ta thune sans limite. C'est difficile de limiter en plus. Ça peut être un bon outil de gestion de l'argent. Ouais, j'avais jamais vu c'est des choses que l'école inculque pas. Non. Clairement, les jeux vidéo, ça peut être une bonne... Accompagné par les parents, ça peut être une bonne formation. CityNX qui dit c'est comme avoir un chapitre gratuit en sub, demander 15 francs pour la suite, exactement. Ouais. Vous voulez savoir qui est le meurtrier Bon, l'avantage de ça, c'est qu'avec le premier chapitre gratuit, tu sais si ça va t'intéresser ou si tu croches au jeu. Ouais. Donc c'est peut-être moins dérangeant de payer par la suite pour quelque chose qui t'a plu que de dès le départ te demander de l'argent pour quelque chose qui va pas te plaire. Alors là, puis là, je vois le commentaire aussi sur le fait que des fois t'as pas forcément ce que tu veux. Et ça, c'est très controversé aujourd'hui dans le domaine. On te donne un petit bout, mais pas tout. Box, où c'est justement au hasard. Puis dans certains pays, c'est interdit. En Allemagne, les lootbox d'Overwatch, tout ce qui est lootbox hasardeuse, où tu mets de l'argent et que tu sais pas ce que tu vas avoir derrière, ont été interdits parce que c'est très comparatif, enfin très comparé, on va dire plutôt, à des jeux d'argent, en fait, où on sait que il y a une tendance addictive parce que justement tu te dis je vais l'avoir au final, puis du coup tu vas rajouter 2 francs, 3 francs, etc. Et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'on est en train de préparer une émission spéciale Lootbox, justement. Donc, on a participé à un projet avec Promotion Santé Valais, et puis, vu qu'il y a un gros débat actuellement au niveau politique sur ces Lootbox, une de nos prochaines émissions sera une émission spéciale Lootbox, alors restez connectés. Mais effectivement, c'est compliqué. Abonnez-vous. Abonnez-vous, clairement. Mais effectivement, ça rajoute tout l'aspect hasard, ça crée de l'envie aussi. Donc c'est aussi assez compliqué. Mais ça, on voit, c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui existaient déjà, que ce soit au niveau des récompenses, mais on peut en reparler, le circuit de la récompense, de la dopamine, les notifications, etc. Tout, c'est normal qu'on ait envie d'être sur moi. C'est ce que je dis souvent aux jeunes durant mes présentations et surtout à la fin, parce qu'après on regarde une petite vidéo sur l'hyperconnectivité. Je leur ai dit, mais faut pas se sentir coupable d'avoir tout le temps envie d'être sur votre téléphone. Vous avez tout le temps des notifications qui vous indiquent d'être sur votre téléphone. Moi, je suis arrivée au point où j'ai désactivé toutes les notifications des réseaux sociaux sur mon téléphone parce que ça me gonflait. Parce que je me rendais compte que moi, j'arrivais pas à gérer ça. Mais malheureusement, ça c'est un truc aussi qui est difficile quand on a pris l'habitude de se dire stop. Combien de fois... Se sevrer, c'est compliqué. C'est ça, d'arrêter d'être sur un réseau social quand ça fait des années que tu as été dessus. Moi, je me dis, ça va, Facebook, ça a apparu, j'avais 16 ans, 17 ans, je sais plus. Voilà. Je me dis, des gamins qui sont nés littéralement dedans. Instagram, il y a des enfants qui ont leur page dessus depuis qu'ils ont 6 ans. C'est complètement incorporé dans leur vie. C'est ça. Mais dans le... faut que je relise mon propre travail de bachelor pour retrouver mes sources. C'est excellent. Mais il y avait vraiment un aspect où l'écrivain il disait, mais en fait, les parents comprennent pas pourquoi les enfants hurlent à la mort quand tu leur interdis leur téléphone. Puis il comparait ça en fait au fait de couper un bras. Puis indirectement, certains enfants qui ont vraiment intégré ça dans leur manière de vivre, c'est ça. Comme si du jour au lendemain on disait, je sais pas, t'as une passion dans la vie, mais en fait non. On te la coupe, quoi. T'as plus jamais le droit de la faire, t'as plus le droit, ou j'en sais rien. Je sais pas, tu vas tous les jours voir un match tu vas avec ton équipe de foot tous les soirs pour préparer un match, mais non, là tu vas plus. Sur WoW, moi à l'époque c'était un peu ça. Je m'entraînais régulièrement tous les soirs pour aller raid, et puis le soir où tu vas raid, en fait on dit non. On t'interdit de le faire. Alors j'imagine, heureusement ma maman me l'a jamais fait, mais je pense que j'aurais très certainement eu l'impression qu'on me coupait un bras, quoi. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans la notion d'accompagnement, c'est que il faut pouvoir comprendre justement si
qu'est-ce qui est important si tu t'es préparé pour ton raid et qu'on te l'enlève. De la même manière, si tu t'es préparé pour un match de foot, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le fait de faire partie de l'équipe? Est-ce que c'est la performance physique? Enfin, ou dans le raid, est-ce que c'est la performance mentale? On peut imaginer plein de choses. Puis de pouvoir, après, quand on a des enfants qui ont, comme tu dis, on a l'impression qu'on leur coupe un bras si on leur enlève le téléphone, c'est qu'on doit pouvoir leur enlever le téléphone, mais ça veut dire qu'il faut remplacer ça. Il ne faut pas se dire c'est bon, on a enlevé le téléphone, puis on a réglé le problème. Parce que si il fait une crise parce qu'on lui a enlevé le téléphone, c'est probablement qu'il veut atteindre quelque chose. Généralement, c'est ça. Et généralement, c'est être en contact avec les copains ou les copines, et du coup, comment on leur permet de faire ça autrement. Et on doit être à l'écoute de leurs besoins, mais le besoin, c'est pas l'écran. C'est ça que je trouve les écrans compensent. C'est ça, exactement. Les écrans compensent énormément d'autres lacunes que l'on peut avoir. Et c'est des fois, on met l'écran. J'ai raté un commentaire drôle apparemment. L'écran, l'écran, il a bon dos, quoi. Oui. C'est un peu le fourre-tout. Ouais, c'est ça. C'est mon enfant est trop sur les écrans, ça joue pas. Tu lui enlèves l'écran, bon, il va commencer à faire des conneries ailleurs, quoi. Donc ça, c'est une réalité aussi. Alors, je rigolais parce que Yus qui dit qu'il a dû faire une fois un mot d'excuse parce qu'il a fait un raid turbo et puis qu'il n'a pas pu assister à une de nos réunions. Ah ouais, je comprends. Il y a les obligations. C'est ça, c'est une raison valable. Tout à fait. CityNX qui dit: est-ce que le fait d'avoir l'achat d'un Season Pass rentre dans le style de lootbox? Au final, on n'a pas un jeu complet à moins d'acheter toutes les extensions. Là, je pense qu'on peut en débattre longtemps. Est-ce que le Season Pass fait vraiment partie du jeu? Le Season Pass n'empêche pas au support de base d'être le jeu complet. Moi, je le prends plus comme un ajout. En général, c'est que du cosmétique. Voilà, payant, mais voilà. Le jeu de base est là complet, souvent. Mais par contre, moi, je trouve que le Season Pass peut être un bon... un achat rentable, dans le sens où il vaut des fois mieux payer un Season Pass que des skins. Parce que ça va être pratiquement le même prix, sauf c'est que dans le Season Pass, l'enfant il va avoir plusieurs objectifs, quoi. Alors que si tu achètes juste le skin, tu auras la récompense. Clairement, et d'investir dans un Season Pass d'un jeu que tu as aimé. C'est ça. Souvent. Donc finalement, c'est presque que du. Mais après, c'est comme tout, hein. C'est un abonnement, du coup, le but de l'abonnement, c'est que tu continues à l'utiliser. Ils ont bien compris comment ça marche, ils réutilisent ce qui marche ailleurs. Hein. Au-delà d'une passion, d'un média incroyable, le jeu vidéo, c'est pour faire de l'argent aussi. Ah, bien sûr. Voilà. Exactement, il y a Arti qui précise qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le Season Pass, effectivement, donc tu sais ce que tu achètes, et ça c'est assez bien. D'ailleurs, sauf erreur, au début, par exemple dans Fortnite, tu voyais pas ce que tu allais gagner, je me souviens plus, il y avait un truc comme ça, puis après ils ont ouvert le Season Pass, et je me disais, le fait qu'ils t'ouvrent, ils te montrent tout ce que tu vas gagner, forcément ça t'incite à l'acheter aussi. Donc ils sont quand même gagnants. Ils sont gagnants aussi, exactement. Ce qui pose problème dans la loi, apparemment, c'est le fait d'acheter quelque chose dont tu ne connais pas la valeur, le contenu et ainsi de suite. Oui, parce que le problème, c'est que c'est un peu ce qu'ils nous disent, hein, c'est que ça doit faire à peu près tant. Mais personne, c'est un peu, c'est la même chose pour tous les réseaux sociaux, hein, finalement. C'est qu'il y a tellement de flou et de zones grises qui peuvent jouer là-dessus. C'est un média relativement récent où il n'y a pas beaucoup de législation dessus. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. C'est plutôt l'inverse. C'est pas le. Nous, on ne contrôle pas trop ce qu'ils font, mais eux contrôlent bien ce que nous faisons. C'est ça. Et c'est là où aussi, du coup, ça pose aussi beaucoup de questionnements. Ricky qui dit: c'est beaucoup au cas par cas, beaucoup de Season Pass peuvent être incroyables et d'autres n'ont pas grand chose, effectivement. Et puis Arti qui dit surtout que dans certains Season Pass tu reçois suffisamment pour reprendre gratuitement le prochain. Ça aussi, c'est vrai que c'est un mécanisme qui fonctionne bien. Si tu as suffisamment de monnaie virtuelle de jeu, tu peux reprendre le suivant. Et puis du coup tu te dis, qu'est-ce que je fais avec les crédits qui me restent? Il me manque juste 3 crédits pour acheter tel skin, mais je peux pas acheter que 3 crédits, il faut que j'achète un pack de 20 crédits, etc. Donc il y a tout qui est fait. Maintenant, est-ce qu'un Season Pass a des notions de pay to win? Vous avez 2 heures. Ça dépend les jeux. C'est les dissertations dans 20 ans. C'est ça, le bac de philo. Les lootbox sont-elles des pay to win? Non, mais la plupart du temps, non, parce que c'est du cosmétique. Mais on sait qu'il y a quand même certains jeux
où tu as des plus-values. Typiquement, dans Call of Duty, tu peux assez facilement avoir des armes qui sont plus puissantes, qui seront par la suite un peu nerfées, mais sur le moment, ça te donne un avantage. Ouais. Donc finalement, quelque part, un peu tout. Mais comme tout, hein, League of Legends, quand il sort un nouveau perso, il est toujours pété en général quand il sort. Exactement. Parce que ils savent, du coup, super, c'est le nouveau perso, super fort et tout, vite je vais l'acheter. Après bim, il est moins bien, il est toujours bien, parce que voilà, mais il est moins bien. C'est clair que si tu l'as pas à la cour de récré, c'est moins cool. Le nouveau champion. Mais c'est la même chose avec les skins, hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Oh, t'as vu le nouveau skin qui est sorti? Ouais, mes parents me l'ont offert. Puis du coup, t'as la pression. Ça fait très c'est ça, tout le monde l'achète. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, je trouve, dans les écoles. C'est que finalement, les jeux vidéo sont tellement à la mode que ça peut aider aussi finalement un jeune qui a des difficultés à s'intégrer, d'être un peu plus calé aux jeux vidéo que les autres, quoi. À la cour de récré, les compétences de jeux vidéo sont hyper reconnues, clairement. C'est fou, hein. Ouais. Mais au même stade que quand nous, on trouvait la solution à un jeu vidéo par nous-mêmes et pas dans un journal, t'étais fier de pouvoir le partager à tes copains qui n'y arrivaient pas. Pendant une semaine, t'étais le roi de la récré. Il a trouvé le truc. Exactement. Donc là-bas, le mécanisme est un peu le même finalement, quoi. Ouais, puis nous aussi, on regarde beaucoup ça. Là, tu dis le roi de la récré, c'est vraiment un regard d'adulte, ça. Quand t'es enfant, c'est le roi du monde. Ouais, tu vois, c'est qu'en fait, on perd, nous, on sort de cette petite bulle d'enfant, puis on se rend pas compte de l'importance des fois des choses pour eux, quoi. Ouais, ça illustre très bien quand tu disais quand t'enlèves le téléphone à un enfant, c'est comme si on te coupait le bras. Tout à fait. Ok, je check vite s'il y a encore d'autres questions, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et puis on arrive, c'est gentiment l'heure. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment sympa. Ouais, merci d'être venu et on se réjouit de t'accueillir régulièrement. Tu feras donc partie de l'équipe des répondants, c'est super. Ce qu'on peut préciser encore, c'est que, donc tu l'as mentionné, il y a le site d'Action Innocence et celui de Ciao.ch qui sont des grandes ressources. Il y a pas mal de documentation qui sont à disposition des parents. Alors, Action Innocence, c'est vraiment pour plutôt parents, puis Ciao.ch, c'est vraiment pour les enfants. Ouais, donc tu peux poser des questions. C'est ça. Enfin, Ciao.ch, il y a plusieurs aspects qui sont bien. Il y a plein d'informations dessus. Il y a un forum, donc les jeunes ils peuvent parler entre eux. Puis c'est anonyme, hein, donc c'est juste un mot de passe et puis un nom de compte. Hein. Moi j'invite toujours les jeunes à pas utiliser le même nom de compte qu'Instagram, quoi. Soyons un petit peu. Malin, bien vu. Hein. Et puis du coup ils peuvent parler entre enfants. Et il y a aussi un espace où les jeunes peuvent poser une question en fait à un professionnel. C'est dans le sens où si à un moment ou à un autre, un jeune, il lui arrive un truc, puis il peut pas en parler aux parents, il peut pas en parler aux enseignants, il n'a pas d'espace où il peut en discuter. Mais en fait, sur ce site-là, il peut demander à un adulte et il y aura une réponse dans les 48 heures. Et puis c'est des professionnels, hein, c'est soit des éduques, soit des juristes, en tout cas c'est des gens qui sont dans la protection de l'enfance. Et il y a Artie qui nous demande les liens. Alors, je vais vite faire ça. Hop. Ah non, je peux pas. Si je mets un lien dans le chat, je vais nous me faire bannir. Mais je pense que si je fais action, au sens. Si tu n'y arrives pas, on fait un post sur notre page Facebook avec tous les liens. Yes. Alors, c'est actioninnocence.org. Je tente. Mais Discord, c'est peu malheureusement. Enfin, j'adore Discord, hein, mais c'est très gamer. Voilà, c'est pas ouais, exactement, c'est très cloisonnant. Voilà, non, du coup, je ne peux pas poster des liens sur ma propre chaîne. Je vous en supplie, les administrateurs, donnez-moi les droits. Mais c'est actioninnocence.org et puis ciao.ch, c'est dans le titre, donc c'est CIAO. Ciao.ch. Et puis, si jamais sur la page, on a créé une page aussi il y a quelques temps sur le site de Gaming Federation, donc c'est gamingfederation.ch/prévention au pluriel, ou si vous allez sur la homepage, c'est tout en haut à droite écrit info parents. Merci Thomas. Il a mis les liens. Ouais, il en a mis un. Le deuxième, il est plus simple. Thomas, c'est le meilleur.
Donc ouais, on a une page info parents sur laquelle vous allez retrouver aussi plein d'informations qu'on essaie de mettre à jour. En gros, c'est les 10 questions qu'on entend le plus de la part des parents. Et puis vous allez trouver des réponses et d'autres ressources également. Si j'ai vu que Ricky a dit qu'il était frustré de ne pas avoir pu suivre toute l'émission, on est quand même content que tu sois venu à la fin. On rappelle que toutes les émissions peuvent être revues sur Twitch et après sur notre page gamingfederation.ch également. Merci beaucoup à vous pour vos questions, nous avoir suivis ce soir, c'était vraiment intéressant. Merci Rius pour ton commentaire, c'était vraiment chouette, je suis bien d'accord. Et puis, si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne. Les prochains streams, c'est demain soir, Furry Sushi qui continuera Little Nightmare, qui est un excellent jeu, j'adore ce jeu, qui fiche la trouille, qui est bien glauque comme il faut, et puis elle joue très bien le jeu, puisqu'elle hurle quand elle joue, donc le jeu est bien flippant, donc courage à elle pour son stream. Et puis lundi, donc demain 21h, Furry Sushi avec Little Nightmares, et lundi 21h également, c'est Press Start avec Fellowship qui exploreront Dungeons and Dragons Dark Alliance. Sans vouloir trop spoiler, ça s'annonce pas très bien pour le jeu, mais je leur confie toute responsabilité pour en donner leur avis. On a eu quelques échanges déjà, on a vu qu'il y a quand même des points à sauver sur ce jeu visiblement, mais ils vous en parleront plus en détail lundi à 21h. Merci beaucoup, merci Julien. Merci à Crayliner pour le follow. Oui, juste, super, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans un mois, et comme d'habitude, en grand professionnel que je suis, j'ai pas checké la date avant, alors on va vite faire ça maintenant. Donc c'est toujours le dernier mercredi du mois, qui sera, roulement de tambour, je charge mon agenda, le 28 juillet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 28 juillet pour la prochaine émission. Merci beaucoup. N'oubliez pas de faire des pauses. Et bonne soirée. Hydratez-vous. C'est ça. À plus. Ciao. Bonne soirée.